Alors l'après-midi va se composer en trois. La première partie sera consacrée à une conférence de notre ami François Walter, qui a fait ses études à Fribourg et qui vient d'y retourner, puisque rien ne l'attachait, si ce n'est ses activités à l'université de Genève. Il a écrit 16 livres, d'après ce que dit la petite fiche. Il a plus de 200 articles scientifiques à son actif. Il est l'auteur notamment d'une histoire de la Suisse en 5 tomes. Vous connaissez peut-être Une histoire de la Suisse pour les nuls. C'est un autre universitaire que l'on connaît ici, mais François Walter a cette particularité d'être très précis dans ses descriptions, et c'est ce qu'il va faire pour les traditions et le folklore suisse, évolution historique et persistance. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vais donc parler des traditions suisses. Les traditions suisses, c'est un empilement de stéréotypes. Et cet empilement de stéréotypes a une origine. En général, ils se sont constitués, disons, au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, et puis ils se sont définitivement mis en place au XIXe siècle. Pour donner une image de la Suisse. Alors, quelle est cette image de la Suisse ? En prenant une formule rapide, je dirais que cette image est basée sur l'idée que les habitants de ce pays, les habitants des Alpes suisses, sont perçus comme des sortes de fossiles anthropologiques. Je dis bien des fossiles anthropologiques. Eh bien, pourquoi cette expression ? Parce qu'on se complaît avec cette image à souligner l'archaïsme de ce qui apparaît comme un monde à l'écart, décalé par rapport à l'évolution économique et sociale. Et il faut mettre de l'ordre dans ces perceptions. C'est pourquoi on va essayer de créer des typologies en recherchant avec une certaine passion tout ce qu'on considère comme des coutumes authentiques, des pratiques originelles, un art de vivre qui est pur de toute influence considérée comme mauvaise ou délétère même. Alors ce processus que je viens de résumer est sans doute une spécificité de la culture politique en Suisse, et pas seulement en Suisse, au XIXe et XXe siècle. On met en évidence les traits d'une civilisation rurale, des spécificités anthropologiques, on exhume des signes extérieurs de ces spécificités, que ce soit le costume ou les pratiques religieuses, et même le paysage. Tout cela va former un ensemble cohérent que l'on estime comme hors du temps, comme échappant aux évolutions que connaît au même moment le monde urbain. Et c'est justement à cause de ces changements qu'il s'agit de toute urgence de préserver ces traits de la civilisation rurale, les préserver de tout changement. Mon propos a surtout pour but de susciter une réflexion sur ce que j'appelle l'imaginaire social. L'imaginaire social, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce qui se trouve en arrière-plan de nos schèmes de pensée. Et quand je dis « nous », je pense à ce collectif qui est représenté ici par les clubs suisses de l'étranger, et je le dis de manière très positive parce que l'imaginaire social a un potentiel d'invention et d'imagination qui pourrait contribuer à changer et transformer la Suisse. C'est au fond une alchimie, cet imaginaire social, c'est une alchimie complexe qu'on appelle aussi assez souvent une communauté imaginée, en reprenant une expression bien connue d'un historien et politologue qui s'appelle Benedict Anderson. Et l'idée, c'est que l'interaction directe entre les membres d'une communauté
nationale n'est pas possible. Elle est encore plus difficile quand il s'agit de résidents qui sont pour partie à l'étranger. Mais cette interaction directe n'est pas une condition pour faire émerger un imaginaire national, parce que c'est par l'imagination que le sentiment d'appartenir à une nation peut se développer. Donc ça s'appuie, ce processus, on s'appuie sur un imaginaire social qui va cadrer, qui va articuler toutes les significations qu'on attribue à ce que nous appelons la Suisse. Et je voudrais examiner avec vous un certain nombre de médiateurs de cet imaginaire social. Je partirai pour illustrer mes propos d'un exemple bien connu qui est l'exemple qu'on peut appeler d'exemple archétypal, c'est la fête des bergers d'Unspunnen. Bon, l'image n'est pas très bonne, je m'en excuse, mais vous voyez ici une représentation de cette fête des bergers, de cette première fête des bergers qui a été organisée en 1805, près du château d'Unspunnen, que l'on remarque ici, qui aurait partie liée avec l'histoire des ducs de Zähringen, mais en fait n'a rien à faire avec les ducs de Zähringen. De quoi s'agit-il? Les bourgeois de la ville de Berne ont eu l'idée d'organiser une fête alpestre. En 1805, c'est en plein dans une période assez troublée, où on hésite encore entre la révolution qui est en train de se terminer et puis le retour à l'ancien régime. Et donc les habitants, les bourgeois de Berne ont l'idée de réunir à la fois les habitants des villes et les habitants de la campagne, parce que toute la période de la Révolution française a été en Suisse comme ailleurs une sorte de lutte entre la ville et les campagnes. Et donc l'idée de cette fête, c'est de réconcilier les habitants des villes et les habitants des campagnes. Alors ce que vous voyez sur cette image, c'est d'une part qu'il y a une arène où on voit des lutteurs, la lutte suisse, qui est une tradition bien connue. On voit également des gens qui jettent une pierre, la fameuse pierre d'Unspunnen. Et puis il y a des paysans en costume, il y a des assistants, des participants qui sont des gens venus de la ville et de l'étranger. À peu près 3000 personnes ont été invitées ou sont venues à cette fête. L'idée des organisateurs c'était aussi de faire voir toute une série de traditions alpestres. Et notamment, on aurait voulu organiser un concours de tir à l'arbalète, parce qu'on se disait l'arbalète, c'est une tradition suisse. Eh bien, en 1805, on n'a pas trouvé de personnes capables de tirer à l'arbalète. Ça avait totalement disparu. De même, on voulait avoir des corps des Alpes. Eh bien, en 1805, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des joueurs de corps des Alpes. Finalement, on n'en a trouvé que 2. Parce que le corps des Alpes, c'est une tradition qui avait pratiquement disparu des montagnes suisses. Donc, on a réussi finalement à organiser cette fête, avec surtout des lutteurs et des gens qui se mesuraient au jet de la pierre. Et puis, on a renouvelé l'expérience l'année suivante, en 1808. En 1808, on recommence une nouvelle fête des bergers. Pourquoi 1808 ? Parce que 1808, on pensait alors que c'était l'année du 500e anniversaire de la Confédération. Jusqu'à la fin du 19e, on est persuadé que les événements que nous considérons comme ayant eu lieu en 1291, que tous ces événements ont eu lieu en 1307-1308. Donc 1808, 500e anniversaire de la Confédération, à nouveau une fête alpestre à Unspunnen, avec des gens célèbres comme Madame Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est ici au premier plan en train de dessiner avec un de ses amis, ou Madame de Staël,
qui est également présente à cette fête et qui a raconté la fête dans un passage célèbre de l'Allemagne. Durant cette deuxième fête, alors ça s'est mieux passé que la première fois, on a trouvé les joueurs de Chor des Alpes, on a trouvé tous les gens qui chantaient, qui étaient capables de chanter, le yodel, on a trouvé également des lanceurs de drapeaux, sans oublier évidemment les lutteurs et les lanceurs de la pierre. Et cette pierre d'Unspunnen, cette fête d'Unspunnen, elle va tomber en désuétude pendant le XIXe siècle et on va recommencer à l'organiser à partir de 1905. Et depuis 1905, la fête d'Unspunnen, la fête des bergers, est organisée en principe tous les 12 ans. Et la prochaine aura lieu l'année prochaine, en 2017. Alors, l'une des attractions qui est restée célèbre, c'est le jet de cette pierre de 83,5 kg que les plus habiles arrivent à jeter à 4 mètres et quelques centimètres, c'est quand même pas mal. Comme vous savez peut-être, la pierre originale a été volée une première fois en 1984. On l'a retrouvée opportunément en 2001 lors du marché concours de Seigne-Légier, où elle est présentée ici à la presse par la femme de l'ambassadeur de Suisse à Berlin, Madame Fielding. Et malheureusement, la pierre a de nouveau été volée en 2005, si bien que dans quelques semaines, lors de la fête de lutte d'Estavayer, on devra de nouveau utiliser une réplique de la pierre originale d'Unspunnen. Alors, vous avez bien compris le propos. À la base, il y a toujours un regard extérieur qui est jeté sur le monde alpestre. Ce sont des gens des villes qui investissent le paysage rural. Ce sont des gens des villes qui inventent les campagnes, en quelque sorte. Et ce processus dure encore aujourd'hui quand les résidents des villes vont dans les campagnes acquérir des résidences secondaires et créer dans les villages ou les zones rurales un décor qui correspond justement à leur attente, à leur désir urbain de campagne et de ruralité. Alors je ne vais pas faire ici toute l'histoire du folklore, parce que c'est assez compliqué. Mais l'histoire du folklore commence au XIXe siècle, d'abord par l'invention de mots pour dire ces réalités. Le mot folklore, qui vient de l'anglais, date de 1846. On l'a adopté en français. On l'a traduit en allemand sous le vocable de Volkskunde, qui est un terme qui apparaît vers 1850. Et non seulement on a besoin d'un terme pour dire les traditions et le folklore, mais on a besoin de termes pour dire des choses comme le costume, par exemple. Et en allemand, il y a un mot bien connu, le mot Tracht, qui désigne le costume traditionnel, et ce mot apparaît dans la langue allemande à la fin du XIXe siècle, dans les années 1890. Donc ceci pour bien vous montrer qu'il y a un processus de mise en scène, de fabrication, qui se déroule durant tout le XIXe siècle. Il s'agit avant tout d'une idéalisation de la campagne, comme on le voit bien sur cette gravure. C'est une gravure parmi d'autres qui représente une vision idéalisée de la vie à la campagne. Vous vous en rendez bien compte simplement en observant le teint particulièrement beau, selon les canons de l'époque, de cette fille qui a la peau très blanche et pourtant elle est censée travailler allègrement dans de dures conditions à la campagne. Donc une idéalisation qui fait que peu à peu, on met en place une sorte de typologie. Cette typologie passe par ces images. Il y a au XIXe siècle des techniques
graphiques qui permettent de multiplier ce type de gravure. Et cela joue un rôle tout à fait essentiel. On le trouve en Suisse, on le trouve aussi dans tous les pays qui nous entourent. On publie massivement des images, on publie massivement des recueils de vues pittoresques, on publie des vues avec des costumes paysans, de paysans et de paysannes. Donc on est passionné par tout ce qui est pittoresque et qui caractérise, d'après les convictions du temps, la vie à la campagne, une représentation idyllique et nostalgique. Pour vous expliquer ce processus, je prends le cas des peintures de ce peintre lucernois qui s'appelle Joseph Reinhardt. Il a fait une série de tableaux. Il y a 136 tableaux de ce type, dont une partie, enfin ceux qui restent sont conservés au Musée historique de Berne. 136 tableaux, environ 70 cm de haut sur 50 cm de large, donc ce n'est pas des tableaux très grands, qui sont, selon Reinhardt, qui les a faits à la fin du XVIIIe siècle, des portraits de personnages bien réels. C'est-à-dire qu'au dos de chacun de ces tableaux, il y a le nom des personnages qui sont représentés. Alors on a la volonté chez ce peintre de laisser des documents ethnographiques sans doute, mais en même temps des portraits tout à fait individualisés. Et puis les techniques de la gravure transforment alors le portrait individuel, le transforment en un type, en un stéréotype. Ici, une gravure d'un petit maître du début du XIXe siècle. Alors, vous voyez la différence. Ici, les visages sont conformes à une certaine réalité. Ici, ils sont idéalisés. La pose a été un peu modifiée. Le costume a aussi été modifié et embelli. Donc, on voit qu'on passe par ce moyen d'un portrait individuel à un prototype. Et c'est sur la base de ces prototypes, sur la base de ces images, ça c'est monsieur et madame Untel d'un village de Zurich, qui deviennent le prototype du costume du canton de Zurich. Et c'est sur la base de ce type d'image qu'ensuite, au XXe siècle, on va créer les costumes suisses. Les costumes soi-disant authentiques sont, pour la plupart de ceux qui existent aujourd'hui encore, sont tirés de ce type de gravures qui ont été donc faites au début du XIXe siècle. Je prends un autre exemple, l'exemple du chalet suisse. Le chalet suisse, il en existe des quantités partout en Suisse, dans les montagnes. Et les peintres les ont dessinés, comme ici ce peintre célèbre du début du XIXe, l'atelier des frères Laurie, a représenté un type de chalet suisse. C'est un chalet bien réel, bien individualisé qui existe. Mais pour devenir une typologie, un prototype, il a fallu le transformer. Alors le plus ancien chalet suisse fabriqué arbitrairement se trouvait dans le parc de Arlesheim, qui est un des parcs paysagers les plus importants de Suisse, près de Bâle. Là, on avait construit une hutte de berger, dont il ne nous reste que ce dessin, une hutte de berger dans laquelle les visiteurs pouvaient boire du lait, et puis ils pouvaient s'amuser dans le parc avoisinant. Il y a même une balançoire, comme vous voyez, et il y avait aussi une scène où on pouvait écouter de la musique et danser. Alors ça, c'est un premier modèle. Mais pour que ça soit diffusé, il a fallu des travaux, comme les travaux d'architectes. Ici, le prototype qui a été dessiné par un architecte anglais qui s'appelle Robinson, qui a publié en 1822 un recueil de maisons rurales partout dans le monde. Et puis il a dessiné le Swiss Cottage. Et ce prototype est devenu ensuite le modèle de tous les chalets suisses que l'on a voulu construire un peu partout. Alors on en construit en Angleterre, dans des parcs,
Ça, c'est aussi un chalet, un Swiss cottage de Robinson. Mais vous en trouvez dans les parcs en Allemagne, par exemple. Hein. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, avait dans sa résidence d'été près de Berlin un vaste jardin dans lequel il y a une maison suisse qui a été fabriquée en 1829. Donc, à partir de relevés d'un architecte, on construit différentes maisons qui obéissent à ce prototype et qui fondent ensuite l'image de ce que nous considérons comme le chalet suisse, et cela a des répercussions quand même considérables, parce que quand vous voulez aujourd'hui urbaniser un village des Alpes, hein, vous construisez des chalets suisses. Et ce type architectural est une manière de dissimuler la transformation du paysage d'un village alpestre, de sa transformation en espace touristique. On cache cette transformation sous la forme de ce type architectural qui est le chalet suisse. Donc voilà, encore une fois, un exemple qui montre comment, à partir d'une démarche qui prend du temps, mais qui passe toujours par une formalisation à un moment donné, ici formalisation architecturale, on arrive à créer un modèle qui est, soi-disant, représentatif de tradition. L'étape suivante, c'est ce que j'appelle les faiseurs de Suisse. Les faiseurs de Suisse, c'est que ces bricolages que je viens de révéler, ces bricolages doivent quand même coller à quelque chose de vécu. On peut bien inventer des types suisses, mais de tradition suisse, mais il faut encore, par la suite, que les Suisses eux-mêmes y croient. Et ça, c'est particulièrement important au XIXe siècle, dans le contexte du développement de l'État fédéral, puisque la Suisse est fondée véritablement en 1848 avec la première constitution fédérale. Et là, une fois qu'on a l'État fédératif, il faut s'efforcer de fabriquer une identité helvétique, c'est-à-dire de renforcer le sentiment d'appartenance à un ensemble qui n'est pas seulement local ou cantonal, mais qui est vraiment à l'échelle de la nation elle-même. Alors il y a plusieurs marqueurs pour montrer cela. Je prendrai celui de la fête nationale. Avec les fêtes nationales, ce sont encore une fois des inventions relativement tardives, puisque en France, le 14 juillet est fêté depuis 1880, et qu'en Allemagne, on a une fête nationale à partir de 1872, quand on a choisi le jour le Sedantag, le jour de Sedan, la victoire de l'empereur Guillaume sur Napoléon III. Alors en Suisse, on n'avait pas encore de fête nationale. Alors on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait prendre comme fête nationale. C'est difficile de choisir un événement guerrier parce que le plus souvent les guerres qui ont lieu en Suisse sont des guerres entre les Suisses, donc ce n'est pas facile de réunir les Suisses sur ce type d'événement. Mais finalement, on en a trouvé une qui a fait l'unanimité, c'est la bataille de Sempach. Et la bataille de Sempach a été opportunément célébrée en 1886. C'est le cinquième centenaire de la victoire de Sempach, qui apparaît comme vraiment un événement fédérateur, et on est étonné de l'enthousiasme que les Suisses ont mis à célébrer cette victoire sur un ennemi extérieur, cette fois-ci. Et l'image montre le Festspiel de Sempach en 1886, avec une grande statue d'Helvetia qui domine la scène. Et très curieusement, j'étais hier soir au 1er août à Fribourg, où précisément on a une cantatrice habillée en Helvetia, avec une robe blanche comme celle-là, était sur une immense construction
et a chanté l'hymne national à cette occasion. C'est donc assez étonnant de retrouver le même type de mise en scène. Mais ça ne suffit pas encore pour avoir la fête nationale, puisque vous le savez, le 1er août, ce n'est pas la bataille de Sempach. Alors il faudrait prendre le temps, je passe là-dessus, d'expliquer le rôle des historiens, des peintres d'histoire qui ont mis en scène au XIXe siècle des épisodes plus ou moins légendaires de l'histoire ancienne de la Suisse, ou de la soupe au lait de Cappel, qui est un événement évidemment mythique. Ça ne fait pas qui montre évidemment la réconciliation entre les différents Suisses. Donc c'est une image de la concorde. Ça pourrait jouer comme fête nationale. Mais finalement, on s'est rabattu sur des événements beaucoup plus anciens qui remontent, selon la tradition, au XIIIe siècle. Ce sont des traditions qui étaient déjà célébrées au bord du lac des Quatre Cantons, avec un pèlerinage annuel à la chapelle de Tell, où l'on se rendait en bateau. Et puis, on a alors opportunément mandaté, vers 1890, mandaté des historiens pour vraiment trouver une date pour la fête nationale. Ça devenait de plus en plus urgent. Parce qu'à partir de 1889, la Deuxième Internationale a inventé le 1er mai. Donc le 1er mai est célébré pour la première fois en Suisse en 1890, avec des cortèges, des drapeaux rouges partout dans les villes. Et en plus, ces organisations ouvrières essayaient de s'approprier l'histoire ancienne de la Suisse en célébrant au mois de novembre le soulèvement des Suisses contre les Habsbourg, qu'on datait encore de 1307, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les historiens socialistes, vers 1890, expliquaient qu'en 1307, on avait transformé la Suisse en oasis social-démocrate au milieu d'un désert féodalo-monarchiste. Alors ce genre d'instrumentalisation, de récupération de l'histoire, ça ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas à la bourgeoisie radicale qui règne sans partage sur l'État fédéral suisse. Donc il fallait trouver quelque chose, parce que c'est intolérable de voir que les ouvriers peuvent fêter une fête à l'échelle nationale, et puis que les autres Suisses en sont réduits à regarder passer les cortèges. Donc on a finalement, grâce à des historiens, on a exhumé ce fameux pacte de 1291 qui a été présenté à ce moment-là comme étant l'origine de la Confédération. Donc je vous passe les détails sur tout le travail érudit qu'ont fait les historiens pour faire passer quand même cette pilule assez délicate à avaler, que ce document qui ne parle d'aucun nom ni d'aucun événement, que ce document, le pacte de 1291, pourrait être l'acte fondateur de la Confédération suisse, ce que évidemment les historiens par la suite ont totalement démenti. Plus personne ne croit aujourd'hui que ce pacte a fondé la Suisse. Mais ça tombe bien, 1291, parce qu'en 1891, on peut fêter, et une année après le 1er mai, l'invention du 1er mai, on peut fêter en 1891, on peut fêter le 1er août 1891, le 600e anniversaire de la Confédération, dans une joie patriotique débordante, avec des manifestations qui deviendront aussi des traditions, les feux sur la montagne, il n'y avait pas encore à l'époque, évidemment, les feux d'artifice. Et puis c'était censé s'arrêter là. Mais c'est à ce moment que les sociétés, les clubs suisses de l'étranger ont joué un rôle tout à fait fondamental, puisque c'est les clubs suisses de l'étranger qui ont fait pression sur le gouvernement fédéral suisse pour que cette fête soit instaurée définitivement. Parce qu'à l'étranger, on avait besoin de ces manifestations
d'unité nationale, surtout que les autres communautés européennes, les communautés de migrants venus d'Allemagne ou d'ailleurs, avaient leur propre fête nationale. Donc ici, les clubs suisses de l'étranger ont joué sans doute un rôle tout à fait décisif pour fixer ce qu'on peut appeler une généalogie de la Suisse, qui remonte à 1291 et qui s'épanouit au XIXe siècle. Vous avez ici les portraits de tous les conseillers fédéraux et hommes politiques importants de l'époque. Je conclus en vous rappelant que le folklore dont j'ai montré, ou les traditions populaires dont j'ai montré un certain nombre d'éléments, a fait l'objet à partir du XIXe de mise en forme, de travaux érudits. Il y a des sociétés qui s'occupent de ces traditions populaires, il y a des musées qui conservent les objets liés à ces traditions. Il y a des chaires universitaires qui travaillent sur ce qu'on appelle l'ethnologie européenne. Souvent, cela a été fait dans une vision un peu passéiste. C'est-à-dire que les traditions, c'est ce qui survit dans une société, ce qui survit des coutumes, des habitudes, des croyances censées appartenir à un stade antérieur de la vie d'une société et qui sont de ce fait même intemporelles, invariantes, qui sont en quelque sorte figées sous forme de patrimoine. Alors, mon exposé a voulu essentiellement vous montrer qu'il fallait rattacher ces traditions à des processus historiques. C'est la condition même pour éviter notamment l'instrumentalisation de ces traditions, cette instrumentalisation qui ferait que le folklore deviendrait, selon l'expression qu'on utilise pour désigner ce processus, deviendrait du folklorisme. C'est leur isme désignant une idéologie, en quelque sorte. Alors, pour éviter cette évolution, et c'est d'autant plus important dans nos contextes de mondialisation, où on insiste beaucoup sur les traditions locales, sur les contextes locaux, les contextes régionaux qu'on réhabilite, et c'est très bien, mais il est particulièrement important d'éviter l'instrumentalisation politique de tout cela qui débouche et qui a débouché dans l'histoire assez souvent sur des mouvements, sur un nationalisme qui n'a pas toujours donné des résultats tellement bénéfiques pour l'humanité. Et le moyen de l'éviter, c'est, je crois, de rattacher la tradition ethnographique à l'histoire. Et parce que l'histoire montre que ces traditions sont sans cesse en interaction et se fabriquent par un processus continu de sédimentation qui ne s'arrête pas. Les traditions, c'est une perpétuelle innovation. Et je crois que cela peut servir de mot de la fin. Perpétuelle innovation, à condition d'en comprendre la dimension historique, c'est-à-dire d'en comprendre la construction. Je vous remercie de votre attention.